la révolution tunisienne a commencé non pas le 17 décembre 2010, mais c'est un processus de mouvements sociaux qui a déclenché en 2007-2008, surtout avec l'insurrection de Bessamini. Et donc ça a continué en 2009 au sud de la Tunisie, mais qui a évolué et a accumulé jusqu'à qu'on arrivait à une vraie révolution le 14 janvier 2011. Mais sachant que c'était, voilà, l'appel, c'était que jeunesse manifeste-toi contre la dictature, mais avec des revendications bien définies qui sont la justice sociale, qui sont une autre Tunisie plus équitable, qui sont aussi donner la chance aux régions défavorisées et marginalisées. C'était pas lié aux partis politiques, mais uniquement, surtout aux syndicats et aux avocats qui ont soutenu les manifestants, qui sont la plupart sont des jeunes qui se manifestent, qui lancent des appels sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais qui étaient un peu, disons que volontaires, mais auto-organisés par les jeunes et soutenu par les syndicats et les avocats. Donc jusqu'on arrive le 14 janvier à la fuite de Ben Ali, et on a commencé un autre processus, celui du post-révolutionnaire, qui était marqué au début par deux sit-ins, les deux sit-ins qui s'appelaient Qasba 1, Qasba 1 et Qasba 2, et qui ont visé le fait de virer tous les anciens membres du régime de Ben Ali. Et donc, il y a eu un autre appel qui s'était déclenché, c'est l'utilité d'avoir une nouvelle constitution et de se lancer vers une assemblée constituante. Mais jusqu'à qu'on arrive le 23 octobre à le faire, le 23 octobre 2011. Mais du 14 janvier jusqu'à le 23 octobre, il y a eu un processus de ce qu'on appelle transitionnel, et qui était mené par des experts de la gauche tunisienne, mais qui a mené à la fin à une élection gagnée par la droite. Une chose peut-être rassurante dans le sens que si la gauche tunisienne a voulu falsifier les élections, on peut facilement le faire, mais il a respecté la décision du peuple qui a choisi la droite. Donc durant cette période transitionnelle, il y a eu des points positifs comme le fait d'avoir un nouveau code de la presse, un nouveau code des associations, un nouveau code des partis politiques, mais aussi le fait de insister sur des garanties et sur des acquis de la femme, par exemple, tunisienne. Du coup, on est aujourd'hui, après le 23 octobre, dans un processus encore plus long, celui d'instaurer une vie politique au pluriel, mais qui est marquée par le respect de l'autre, et lancer les débats autour des programmes politiques. C'est vrai, il y a des soucis, on peut le comprendre, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, les gens déclenchent encore une fois, ils voulaient revenir dans la rue, dans le sens que aucun des objectifs de la révolution n'était atteint. Évidemment, la justice sociale, évidemment, trouver des solutions à la précarité, au chômage, et avoir l'employabilité. Mais nous croyons que c'est encore long, sauf que le programme politique économique imposé par le parti au pouvoir, c'est un programme plus proche du néolibéralisme farouche que celui d'un parti qui a gagné après une révolution qui a revendiqué la justice sociale. Donc du coup, la société civile, les syndicats, les avocats et les associations restent vigilantes et peuvent facilement jouer le rôle du contre-pouvoir. Une chose a été faite et aujourd'hui, pour ne pas retourner en arrière et tomber dans une nouvelle dictature, peut-être religieuse ou de droite, les sit-ins devant l'Assemblée constituante en Tunisie ont réussi à avoir que la transmission directe de tout ce qui se passe au sein de l'Assemblée constituante, mais aussi de publier les PV des réunions. Une chose, c'est une chose rassurante, mais aussi d'avoir
que le fait de voter sur le référendum, pardon, le fait de voter sur la constituante avec une majorité de 2/3 plus 1 et avec référendum. Donc il y a quand même des signes positifs, mais oui, c'est signes positifs, mais il y a un processus qui est encore lent. Une chose qui est un peu différente de ce qui se passait en Égypte et en Libye. Ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, par exemple, c'est que les citoyens, le peuple égyptien est conscient que sa révolution peut-être a été confisquée par l'armée et par les salafistes et par les islamistes. Du coup, il lance de nouveau la révolution le 25 janvier dernier. La Libye, ce n'était pas une révolution, c'était une guerre et une révolution confisquée par la finance internationale. Et c'était du coup la Libye aujourd'hui, avec presque tous les citoyens libyens ont des armes de 2 à 3 Kalachnikov par citoyen. Donc tu dis elle est plus proche de la guerre civile que d'un processus qui va entamer à une démocratie. Donc, et nous croyons vraiment qu'on ne peut pas avoir une démocratie réelle dans la région ou dans le monde tant qu'il n'y a pas des pas réels en Libye, en Égypte, en Syrie, on l'attend aussi, au Yémen, mais aussi au Sénégal et dans l'autre monde. Donc il y a un processus révolutionnaire qui a déclenché à partir de la Tunisie, mais aujourd'hui, avec l'effet de domino, donc a été abouti en Égypte, en Libye et dans d'autres pays, mais c'est un processus aussi qui va entamer parce que c'est facile à dire peut-être, mais le fait, c'est l'ennemi, notre ennemi, il est en commun. C'est un seul ennemi qui est le capitalisme farouche, et on ne peut pas avoir une démocratie réelle avec ce système néolibéral qui domine le monde. Donc, ce qui se passe en Tunisie ou ce qui s'est passé en Égypte n'est pas loin de ce qui se passe dans le monde. Et je crois l'utilité aujourd'hui de faire des alternatives réelles à l'échelle internationale avec tous les mouvements de lutte et le mouvement des Occupy et le mouvement des indignés pour avoir un changement réel dans le monde. C'est vrai, on a fait une révolution pour revendiquer la justice sociale, pour revendiquer aussi l'employabilité, pour revendiquer aussi le fait de faire fin à la précarité, mais on ne veut pas aussi un développement économique et social qui ne prend pas en considération le développement environnemental et culturel. Donc si on veut parler d'un développement, il faut qu'il soit économique, social, environnemental et culturel. D'où l'utilité qu'on soit dans Rio+20. D'où l'utilité qu'on soit tous mobilisés pour avoir cette idée. Donc on est dans le processus de Rio+20, dans les réunions même de préparatifs, dans l'objectif qu'on travaille ensemble dans la région, soit en Tunisie, soit au Maroc. Donc là, l'objectif du Forum social Maghreb-Machrek. Donc dans cet objectif de créer vraiment des nouvelles traditions et de se lancer sur la question environnementale et la question d'un développement équitable possible, mais réel.